Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2. Naturellement, vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet ou d'un homme. Et ce soir, nous recevons un homme qui incarne l'offre orange au Cameroun. Je vous convie à regarder tout à l'heure avec moi la présentation des protagonistes. Nous allons les présenter successivement pour l'arène de ce soir. Donc, accueillir le premier invité sans notre élément habituel en raison des problèmes techniques que nous connaissons à Canal 2. Ce soir, il est Kamga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les citoyens qui nous regardent. Les élections sont passées, les élections sénatoriales sont passées. On est tourné désormais vers la présidentielle. Je ne sais pas si, parce que là c'est le calendrier, et comme au Cameroun le calendrier est toujours très compliqué, même si on a des repères juridiques qui permettraient peut-être de se donner des indications sur des dates des élections. Mais en attendant, c'est M. Biya Paul qui est le seul maître du calendrier électoral. C'est lui qui, par le décret de convocation de corps électoral, nous donne les dates exactes des élections. Même si, comme je l'ai dit, notre cadre juridique permet de se situer un peu sur lesquelles élections auront lieu dans les mois à venir. En principe, on se serait attendu, on s'attendrait normalement à avoir des élections municipales et législatives avant la présidentielle, si on s'en tient au droit électoral en vigueur au Cameroun aujourd'hui. Mais les conditions politiques parfois ne sont pas réunies pour procéder à ces élections, pour organiser ces élections. C'était le cas en 2011, 2012. Finalement, on a eu des élections en 2013. Le problème... Pour des raisons politiques. Oui, voilà, même en 2000, normalement, les députés, les conseils municipaux qui ont été élus en 1996, par exemple, auraient pu finir leur mandat naturellement en 2001. C'est en 2002 qu'il y a eu des élections. Donc il peut y avoir des conditions comme ça dans la société qui permettent à l'homme qui décide, à M. Biya, conformément à ses prérogatives, très souvent, parce que là encore, ce n'est pas une violation fondamentale de la loi, qui permettent à M. Biya Paul de pouvoir décaler des élections précises. Pour l'instant, il y a un encadrement juridique bien précis. Les élections, nous les attendons normalement en octobre, mais ce qui ne peut pas permettre l'organisation des élections municipales ne peut pas légitimement permettre l'organisation des élections, l'élection présidentielle, parce qu'il faut le dire au singulier. Alors, mais pourquoi il y a toujours cette hypothèse? Pourquoi, lorsqu'on parle de calendrier électoral et qu'on évoque les élections législatives et municipales, on met toujours un petit si, c'est toujours conditionnel, alors que normalement, tous les acteurs politiques devraient s'attendre à l'organisation d'élections à date, c'est-à-dire 5 ans après l'échéance des mandats en cours. Je ne suis pas convaincu que les acteurs politiques ne s'attendent pas à des élections en 2018. Je pense que tous les acteurs sérieux s'attendent à des élections en 2018. La question c'est à quelle date ces élections auront lieu, à quelle date quel type d'élection aura lieu. À la réalité, c'est là le problème. Le problème n'est pas que les acteurs, parce qu'il ne faut pas jeter le probe sur les acteurs politiques camerounais, comme j'ai entendu de temps en temps les gens dire si on pose le problème du calendrier électoral flou, c'est parce que les gens attendent la dernière minute pour nourrir, comme on dit souvent, pour se préparer. Non, non, pas du tout. C'est pas de ça qu'il est question. C'est tout simplement le fait qu'on doit pouvoir être précis sur le jour où une élection doit pouvoir se dérouler. Pour l'instant, ça n'est pas le cas au Cameroun, parce qu'il y a encore des ambiguïtés. Comme je viens de le dire d'entame de cette émission, à l'entame de cette entrevue, nous avons normalement l'élection présidentielle qui devrait pouvoir se tenir après les élections municipales et législatives. Pourquoi? Simplement parce que au 30 septembre, nous avons eu des élections municipales et législatives de l'année dernière. Le deuxième mardi après, ces conseillers municipaux ont été installés et M. Biya Paul a eu son élection le 11 octobre et c'est 2 semaines après qu'il s'est mis en place. Donc, il y a un problème d'antériorité de l'élection des conseils municipaux avant la présidentielle. Donc, maintenant, il peut arriver que M. Biya Paul décide de décaler, de suggérer ou alors de faire décaler les élections municipales. Il en a cette prérogative. Il peut aussi manœuvrer politiquement pour que le Parlement, au travers de l'Assemblée nationale, puisse voter une loi qui permette
de proroger le mandat des parlementaires. Ça, c'est une prérogative qui est reconnue par le droit électoral camerounais. C'est possible. C'est pour ça qu'il y a le flou sur le calendrier électoral. Donc le flou n'est pas quelque chose de fictif, ou alors le flou qui est pointé aujourd'hui ne traduit pas l'incapacité des acteurs politiques en face du régime de M. Biya à pouvoir se préparer pour une élection. Nous reparlerons de ces élections vers la fin de l'émission. Celles qui nous intéressent, ce sont les sénatoriales. Nous nous avons invités sur ce plateau pour en faire la première évaluation. Et j'ai convié 2 confrères en plateau avec nous pour mener cette interview. Emmanuel Atanga, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, merci de m'avoir invité, c'est un honneur et en même temps un privilège. Merci de nous renouveler votre fidélité, votre amitié, disons-le ainsi, parce que vous êtes parti très loin pour cette émission ce soir. Merci. Eric Chouake, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir Ilé Kamga. Alors, je vous signale que vers le 3e quart d'heure de cette émission, nous aurons Pascal Charlemagne Messanga Nyamding en plateau pour le duel avec Ilé Kamga sur l'offre de l'offre orange. On est obligé de le dire ainsi. Ce sera le duel de ce soir et vers la fin de l'émission. Alain Gizan Kanga pour la synthèse. Et un peu avant, dès la première borne, ce sera Karel Mezatia Choya pour mes préférences, celles de notre invité, puisque le décor est enfin campé. Nous allons prendre la première de cette émission. Alors, Ilé Kamga, on va dire le RDPC l'emporte 63 sièges sur 70 sans surprise pour les sénatoriales. Il n'y a pas de surprise véritable parce qu'à la réalité, on s'attendait davantage à savoir sur quelle forme la manœuvre politique devrait prendre, puisque de toute évidence, au regard de la structure et du corps électoral unique choisi, qui est d'ailleurs en violation du cadre légal, de dévolution de pouvoir en matière sénatoriale, l'unicité du cadre du collège électoral, du corps électoral qui fait qu'un seul collège électoral devrait pouvoir élire, permettait que le RDPC puisse, sur le plan purement statistique, savoir qu'à la réalité, il pouvait l'emporter sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Donc, de ce point de vue, la question pour le RDPC, me semble, qui était la plus évidente, était plus politique que électoraliste. Politique dans le sens qu'il fallait peut-être que le RDPC puisse se dire est-ce qu'il serait... est-ce que c'est consommable de présenter à l'opinion internationale et nationale le fait que la 2e chambre, ou alors la première, selon là où on se positionne, est totalement unicolore. Et si le RDPC répond à la question non, c'est pas intéressant, dans ce cas, elle monte un mécanisme politique qui lui permet de pouvoir créer la multicolarité de cette... Donc vous n'êtes pas surpris par ce qui s'est passé au nord-ouest? Je suis peut-être pas surpris. Plutôt vous soupçonnez un deal entre le RDPC et le SDF dans le nord-ouest? Je ne veux pas non plus faire l'insulte au SDF, encore moins aux conseillers du SDF. Mais le nord-ouest, c'est une situation assez particulière. Mais maintenant, il y a quand même des langues qui se délient de part et d'autre pour dire qu'il y aurait eu un deal quelque part qui permettrait qui aurait voulu que le RDPC se débrouille à donner quand même un groupe parlementaire à certains partis politiques. Maintenant, je ne joue pas sur les supputations, je travaille sur les données. Les données, c'est que le SDF a remporté l'élection dans le Nord-Ouest et que pour cela, et pour le faire, il a fallu bénéficier du vote des conseillers du RDPC. Ça, c'est du RDPC. C'est une indication assez particulière. Maintenant, est-ce que ces conseillers l'ont fait librement ou est-ce qu'ils ont été motivés ou alors mobilisés dans d'autres cadres? Ça, c'est un autre débat dans lequel je ne voudrais pas m'aventurer. Docteur Ilé Kamga, quelles conséquences ou alors quelle influence aurait eu la présence de l'autre partie du collège électoral, c'est-à-dire les conseillers régionaux, sur les sénatoriales qui viennent se dérouler? La question n'est pas la conséquence. Je vous comprends très bien, Emmanuel. La question n'est pas la conséquence qu'aurait eu. La question, c'est tout simplement la crédibilité d'un processus. Parce qu'il s'agit là de la dévolution de pouvoir. Et lorsqu'on parle de la dévolution de pouvoir en démocratie, il y a quand même des règles qui sont admises. Et ces règles voudraient que ce soit le peuple qui est souverain. Si on admet que ce peuple souverain se donne un cadre global d'organisation sociétale qui est la Constitution, il définit que dans la Constitution, il faut une chambre qui s'appelle le Sénat. Et dans une loi infraconstitutionnelle qu'on appelle le Code électoral, il organise la manière dont la dévolution pourrait être crédible et construire la rencontre entre la légitimité et la légalité qui justifie l'élection. Il dit que ce constituant, et donc le législateur
qui a produit le cadre infraconstitutionnel, il dit qu'il faut qu'il y ait 2 chambres, c'est-à-dire 2 collèges électoraux pour pouvoir légitimer un Sénat. Si en 2013, on l'a accepté, en 2018, c'est difficilement acceptable. Maintenant, vous demandez la conséquence. Non, il n'y a pas de conséquence. Pourquoi est-ce que dans le RDPC, qui était si sûr de lui, n'a pas cru devoir simplement, pour la forme, organiser ces conseils régionaux qui résoudraient un autre problème politique, c'est-à-dire l'accélération de la décentralisation, naturellement. On aurait mis en place des exécutifs régionaux. Et donc ces conseils régionaux auraient, comme ils seraient toujours RDPC, puisque ce RDPC, il faut le rappeler aux détracteurs. D'où donc ma question. Non, la question, justement, je dis ceci. Ça relève, je ne veux pas dire la filouterie politique ou non, je ne veux pas dire ça, mais simplement, c'est quelque chose d'un peu grave face à la réalité. De quoi le RDPC avait peur à la réalité? Puisque s'ils avaient organisé les élections régionales, il aurait gagné les élections, puisque c'est les conseillers régionaux, les conseillers municipaux qui vont voter pour les régionaux, et c'est les chefs traditionnels qui désormais sont aux ordres parce qu'ils ont un salaire qui leur est donné par le MINAT. Et donc tous ces gens qui, à la réalité, quand ils ne sont pas candidats eux-mêmes, sont pratiquement RDPC pour la plupart, ces gens auraient voté des exécutifs régionaux qui sont essentiellement RDPC. Et donc de ce point de vue, de quoi le RDPC avait peur? Votre question est pertinente. Parce qu'à la réalité, même si on avait mis les 2 collèges, le RDPC peut-être l'aurait remporté, au regard toutes choses égales par ailleurs. Pourquoi donc le RDPC, même quand il est capable de remporter, pourquoi il y a cette consubstantialité de la fraude et de la duperie au niveau... Est-ce que le fait que la plupart des partis politiques qui comptent au Cameroun aient pris part à ce scrutin sénatorial ne crédibilise pas à la fin le processus? La question... Ce qui compte tout au moins. La question n'est pas celle-là. Il ne faut pas dire que ce qui compte, ne me dites pas que les autres qui ne sont pas partis ne comptent pas. Je parle de représentativité. Ce sont les chiffres, malheureusement. Oui. On peut avoir de l'amitié pour tel ou tel parti politique, mais la représentativité est un élément de mesure du poids politique d'un parti. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle la situation ex post et la situation ex ante. On est quand même là avec des conseils municipaux qui sont en fin de mandat. Donc il faut questionner d'ailleurs leur légitimité, d'abord. Donc ils ont la légalité, mais est-ce qu'ils ont la légitimité encore? Le mandat n'est pas Parce que l'élection, il faut le noter. Le mandat n'a pas encore expiré. Oui, il n'a pas été prorogé. Ils continuent de voter les budgets des collectivités locales. Oui. Je crois que c'est plus important que de procéder à ces élections. Je vous le concède. Oui. Je vous le concède. Mais si on admet, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'élection s'est construite la rencontre de la légitimité et la légalité, on va comprendre qu'il y avait une certaine légalité, mais la légitimité manquait. Parce que l'élection a une fonction précise, a 3 fonctions. Il ne faut jamais l'oublier. La première fonction d'une élection, c'est la pacification des rapports sociaux. La deuxième fonction, naturellement, c'est le choix des dirigeants. Et la troisième fonction, c'est la sanction. Et la sanction se fait quand? Pour cette troisième fonction, se fait quand on évalue, expose ce que les gens ont fait du mandat que vous leur avez donné. Donc, les gens qui sont en fin de mandat et au moment où on les évalue n'ont pas suffisamment de légitimité. Pire encore, ils auraient pu avoir des conseillers, les conseillers régionaux, on ne les a pas mis en place. Donc la question d'Emmanuel était pertinente, mais simplement, ça traduisait de manière fondamentale la situation du RDPC. Les conseils municipaux actuels ont encore toute la légitimité. Non, la légalité. Légalité et légitimité. Non, ils n'ont pas la légitimité. Ils ont été élus pour 5 ans. Mandat expire. Ils ont été élus pour 5 ans pour, entre autres choses, désigner les représentants du peuple au Sénat. On peut se débrouiller comme ça. Je peux vous le concéder. Parce que le mandat n'étant pas fini, ils n'ont pas violé un mandat qui leur a été conféré par les citoyens qui les ont élus. Ça, je peux vous le concéder. Mais si on était dans la recherche justement de la pacification des rapports sociaux, qui est la première fonction de l'élection, il me semble qu'on aurait dû procéder autrement. Bon, et donc ces conseillers qui seraient partis sans jamais avoir voté les sénateurs, parce que ce n'est pas eux qui avaient voté, qui sont les sénateurs qui sont malheureusement. C'est d'autres conseillers municipaux, c'était avant 2013. L'élection des sénateurs, c'était le 15 avril 2013. Ces conseillers municipaux ont été élus le 30 septembre 2013, donc après. Ils auraient pu. Admettons que ce soit le cas. Pourquoi le conseil régional n'a pas été mis en place? Peut-être des questions de délai. Il fallait convoquer le collège électoral pour les sénatoriales en février. Pendant 5 ans, on n'a pas pu convoquer ce corps électoral. C'est-à-dire que les conseillers régionaux, depuis 2013, le lendemain de la validation des mandats des conseillers municipaux, M. Biapol aurait pu convoquer
les conseillers municipaux pour qu'ils votent, pour qu'ils élisent, puis c'est une élection indirecte, pour qu'ils élisent les conseillers régionaux. Mais donc depuis novembre 2000, puisqu'on y est, nous étions arrivés dans les délais. Nous étions en février, il fallait convoquer le corps électoral et la loi ne laissait aucune porte de sortie au président de la République. Il n'aurait pas pu proroger les élections sénatoriales. Pourquoi gérer l'urgence quand on avait la possibilité de gérer le naturel? Mais puisqu'on y est, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que M. Biya-Paul et son système nous amènent dans l'urgence alors qu'on a eu 5 ans pour faire quelque chose? Pourquoi nous mettre dans une posture où, en février, on est pressé de faire quelque chose pour ne pas être hors délai, alors qu'on a eu 5 ans pour le faire? Rien n'a empêché M. Biya-Paul de convoquer les élections régionales pendant 5 ans. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, par exemple, la crise sécuritaire à l'extrême nord et même à l'est. C'est trop facile. La crise dite anglophone, est-ce que ce ne sont pas des éléments, et même la crise économique, ce ne sont pas des éléments qui auraient pu provoquer la non-mise en place des régions? L'émission, ça ne fait pas partie de l'élément de l'émission, mais vous avez évoqué un truc. Maintenant, vous permettez l'expression truc. Un truc. Vous avez évoqué la question financière. Je ne voudrais pas que sur ce plateau, on parle de cette chose-là. Parce qu'on a un budget au Cameroun. Le système de M. Biya, le système qui est là, le régime qui est en place, budgétise le tiers du budget pour la prévarication et les détournements. Donc on ne peut pas, dans ces conditions-là, nous dire qu'il manque d'argent pour faire des élections. Parce qu'on prévoit de l'argent à travers l'armée nucléaire. Le budget n'a pas prévu des élections des conseils régionaux. Emmanuel, je voulais répondre à la question. Oui, je ne sais pas si le budget devrait... Si le budget n'a pas prévu, c'est qu'il y a des gens qui sont incompétents. Puisqu'on savait qu'il fallait les conseils régionaux. Donc il y a des gens qui sont incompétents, qui ne font pas de la prévision, qui ne font pas une analyse vraiment holistique de la situation camerounaise. C'est ça qui est le problème. Donc il ne faut pas qu'on évoque la question de budget. Puisqu'on ne peut pas avoir un pays dans lequel on budgétise la prévarication et les détournements, et après on me dit qu'il manque de l'argent. Il y a de l'argent, mais ça sert à construire les choses, et quand sur le tas on se rend compte, on arrête quelques-uns pour envoyer en prison. Donc il faut éviter de ça. Donc maintenant la question sécuritaire, je suis d'accord avec vous. On pouvait l'évoquer. Qu'est-ce qui nous fait comprendre aujourd'hui? Nous étions en 2013, il n'y avait pas encore de crise anglophone. En 2014, il n'y avait pas encore de crise anglophone. Il y avait Boko Haram. Sur la forme, il y avait Boko Haram, n'est-ce pas? Il y avait Boko Haram, qui n'a pas cessé, puisqu'on continue à avoir des problèmes. La crise anglophone est venue s'ajouter par la suite. Donc pendant 4 années, il n'avait que le Boko Haram qu'il gérait, et dont le ministre de la Communication, M. Chirouma, nous rappelait quand même que ces gars étaient totalement neutralisés et qu'on avait la situation en main. On ne peut pas en même temps avoir un discours de Dupuy qui voudrait dire que... On les a maîtrisés parce qu'on mettait de l'argent pour cela. Oui, on met de l'argent. L'État mettait de l'argent pour combattre Boko Haram. Et puis ce qu'on veut dire, Hilaire Kamga, c'est qu'il n'y avait aucune obligation d'organiser des élections régionales, alors qu'il y a une obligation légale d'organiser des élections sénatoriales. Il y avait l'obligation légale d'organiser des élections, puisque le texte infraconstitutionnel, qui est le code électoral, prévoit que les sénateurs sont élus par 2 collèges. Ce n'est pas moi qui l'invente. Mais un code dit que si le Sénat est mis en place avant les régions, que le collège électoral soit uniquement constitué des conseillers. Je ne veux pas qu'on fasse... C'est le même code qui le dit. On ne peut pas dire aujourd'hui que les conditions de 2013 sont valables en 2018. On ne peut pas aujourd'hui valider l'imposture, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que M. Biya, s'il avait résolu le problème qui était prévu dans la Constitution de 96, même si nous avons eu des problèmes avec la Constitution de 96, s'il avait résolu ça, on ne serait pas aujourd'hui avec la crise anglophone. Parce qu'on a mis des histoires du genre, on va le faire progressivement. Et finalement, progressivement, ça a attendu 22 ans pour qu'on mette le Conseil constitutionnel. Donc, on ne peut pas avoir la possibilité, Emmanuel, de mettre en place une institution. Et on vient nous dire sur le tard que pendant 4 ans, on a géré autre chose, qui était plus urgent que de respecter la dévolution de pouvoir des citoyens, que de mettre en place un conseil régional qui aurait matérialisé la décentralisation. C'était plus important que toute autre chose, parce que même la décentralisation, je vais vous dire quelque chose, cette histoire de décentralisation, parlons-en. Dans la crise de Boko Haram, il y a eu quand même, vous êtes quand même un journaliste très outillé pour savoir qu'on a eu 2 histoires de programmes d'urgence. Il y a eu le programme d'urgence pour le Grand Nord,
quelques centaines de milliards, je crois que c'était une centaine de milliards. Ensuite, quelques temps après, pendant que les gens du Grand Nord attendaient ce programme d'urgence, on leur a apporté un programme d'urgence global de 300 milliards. À la réalité, c'est pourquoi je cite ce programme d'urgence, pour dire que si les conseils régionaux existaient dans ces différentes régions-là, ils auraient eu un budget pour contenir les histoires de Boko Haram et consorts, et ça aurait aidé l'État central à pouvoir gérer. Docteur Elhaj Kamga, revenons sur... Tout à fait sénatorial. Est-ce que l'entrée en scène du Conseil constitutionnel en tant que juge, arbitre électoral, n'a pas crédibilisé cette deuxième sénatoriale au Cameroun? Alors là, vous m'amenez sur un autre terrain. Je suis d'accord avec vous. L'hypothèse de travail, si nous postulons que l'élection sénatoriale avait pour ambition, postulons que est-ce que le Sénat, le Conseil constitutionnel qui vient d'être mis en place est crédible? C'est, par exemple, une hypothèse de travail. Et dans ce cas, on aurait une élection pour la crédibiliser, cette structure-là. Et donc, du coup, si on part de ce postulat, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu un début de crédibilisation. J'ai dit bien un début de crédibilisation lorsqu'on analyse le contentieux préélectoral. Maintenant, lorsqu'on analyse le contentieux post-électoral et le rendu de la Chambre, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, j'ai un problème. Lequel? J'ai un problème très sérieux. J'ai ici le tableau premier, publié dans Cameroun Tribune, qui donne les résultats des élections, de ces élections régionales. Et ce résultat ne relève pas de la compétence, ça c'est pas un résultat d'élection régionale, sénatoriale. Tous les autres tableaux sont bons du point de vue du droit électoral, tout ça c'est bon, mais ce premier tableau qui agrège au niveau national des résultats pose un problème. Nous avons quand même des experts de droit et autres, des chevronnés, on ne peut pas aujourd'hui questionner la crédibilité ou la suffisance juridique de gens comme Clément Atangana, qui m'a reçu, avec qui j'ai beaucoup fait des choses. Mais simplement, quand ils ont publié des choses qui n'ont rien à voir avec cette élection-là, on n'agrège pas des élections. Il s'agit de quoi concrètement pour que les téléspectateurs comprennent, c'est que aient le même niveau de compréhension. D'accord, ok. Il faut dire que le premier tableau dans ce journal qui a été publié et qui fait partie de ce que le Conseil constitutionnel a publié, c'était les résultats agrégés. C'est-à-dire, au niveau national, voilà ce que le RDPC a eu, combien de voix, je crois on a donné des résultats du genre 67, 63, 7 personnes. Une addition. Ainsi de suite. Tous ces résultats au niveau national ne renvoient à rien du tout. Puisque le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de donner des résultats d'élection. Et les élections ont une circonscription. Les circonscriptions pour les sénatoriales, c'est essentiellement les régions. Les résultats au niveau national ne renvoient à rien. Ça relève des travaux des statisticiens ou des politologues, comme le professeur Msanga, qui vont faire ces statistiques pour leurs recherches personnelles, ou des étudiants ou des universitaires qui vont faire. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas ce mandat. Son mandat, c'est nous donner les résultats des élections. Peut-être que c'est un travail de journaliste, parce que c'est dans un journal. Aussi. Et des journalistes aussi. Ça, c'est un travail de journaliste. C'est un document diffusé. Ça a été lu. Ça a été lu par le Conseil constitutionnel. Et c'est dans l'arrêt du Conseil constitutionnel. Bon, c'est un autre débat. Voilà. C'est pas dans l'arrêt du Conseil. Il faut savoir que c'est dans l'arrêt du Conseil constitutionnel. Donc, du coup, c'est pas dans l'arrêt, justement. Du coup, ça, c'est un travail de journaliste. L'hypothèse de travail, si on admet que ceci ne fait pas partie de l'arrêt du Conseil constitutionnel, on dirait que ce Conseil a fait son boulot, comme ça se devait. Et que de ce point de vue, il faut en féliciter le Conseil par rapport aux prochaines élections qui arrivent. Maintenant, la question centrale qu'il va falloir se poser, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas évacuer le débat de l'autosaisine? Parce qu'il y a eu un débat dans l'opinion du genre, est-ce que le Conseil constitutionnel aurait pu s'autosaisir du fait qu'on constate quand même que dans la Damawa, il y a quelqu'un qui a un acte d'essence qui n'existe pas, et ainsi de suite, et tout ça. Et le deuxième cas, c'est le cas de l'Ouest, où on a parlé quand même de cette personne qui avait une double identité. Le 7e nom de la liste. Voilà. Là encore, il faut évacuer ce genre de débat. Moi, je suis peut-être dans mes positions très opposantes, mais il faut quand même que quand on parle droit, qu'on soit clair. Le Conseil constitutionnel ne s'autosaisit pas de cette manière-là. Le débat sur l'autosaisine du Conseil constitutionnel est un débat doctrinal qui continue jusqu'aujourd'hui, y compris dans les démocraties les plus avancées. C'est-à-dire qu'on n'admet pas que le Conseil puisse lui-même s'autosaisir. Il y a des autosaisines qu'on appelle partielles, facultatives et autres, mais il ne peut pas venir. Ce n'est pas parce qu'il a vu un cas que lui va dire, ok, comme je suis Conseil constitutionnel, je me saisis de ce cas et je le fais. Parce qu'il y a des mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas s'autosaisir. C'est un peu comme le reproche qui a été fait à Dipanda Mouelé, lorsque, agissant en qualité de Conseil constitutionnel, il a lu le rapport de la Commission nationale de recensement de vote en 92 et que sur la base de toutes ces fraudes qu'on a vues, il a quand même dit,
je suis obligé de déclarer M. Biya-Paul élu, malgré toutes ces fraudes. Donc, du coup, il faut régler la question juridique. Il y a un petit débat entre Djipanda Mouele et Clément Atangana, justement. Clément Atangana estimait qu'il ne fallait pas mentionner le nom des vainqueurs dans les recours post-électoraux. Alors qu'en 2013, il y a eu des recours qui ont été rejetés sur la forme, simplement parce que les recourants n'avaient pas indiqué le nom du vainqueur. Oui. Est-ce que c'était une avancée? Est-ce que vous avez perçu ça comme une avancée? Non, voyez-vous, on ne peut pas parler d'avancée. Hein? C'est-à-dire que c'est des éléments qui rendent inconstant la jurisprudence. Parce qu'une jurisprudence en droit, pour être sérieuse, doit être constante. La constante de la jurisprudence s'apprécie par rapport à quoi? Par rapport au fait que quand un juge de niveau élevé rend une décision, un autre juge rend une décision qui va dans le même sens, on appelle ça la constante de la jurisprudence. Mais là, ça participe plutôt à rendre inconstant une jurisprudence, c'est-à-dire qui amène maintenant les juristes ou les analystes à avoir des problèmes pour savoir on questionne quelle jurisprudence. Parce qu'en même temps, ils ont produit une autre jurisprudence qui va désormais être interprétée. Au-delà du débat entre Djipanda et Clément Atangana, il y a une autre jurisprudence, par exemple la fermeture des bureaux de vote, qui est une jurisprudence qu'il va falloir désormais analyser. C'est-à-dire sur quelle base aujourd'hui est-ce que le Conseil constitutionnel du Cameroun, comme le Conseil d'État en France, est-ce qu'il admet que les 18 heures de fermeture du bureau de vote soient simplement indicatifs ou pas? C'est une question. Le droit camerounais reconnaît que les 18 heures, c'est-à-dire les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment à 18 heures, sauf s'il y a des gens dans les lignes, dans la queue qui voudraient entrer et qui n'ont pas pu encore voter. Maintenant, le Conseil constitutionnel vient dire que, ok, malgré le fait que 18 heures n'est pas arrivé, on est capable de fermer le bureau de vote si tous les électeurs inscrits sont élus. Oui. Maintenant, ça pose deux problèmes. Le premier problème, il est technique. Il y a un problème politique et un problème technique. Le problème politique, c'est demain, on risque d'avoir la même chose. Si nos élections municipales, législatives, on ferme le bureau de vote avant. Parce qu'il faut que, du point de vue juridique, je reviens j'ai conclu par un point sur le plan juridique, je voudrais quand même, sur votre plateau, rappeler que, du point de vue constitutionnel, le vote est obligatoire au Cameroun. C'est le choix qui est libre. Le vote est obligatoire au Cameroun. Ce n'est pas seulement le scrutin indirect. Ça veut dire que même les conseillers municipaux, en fait, du point de vue de la loi, devaient voter. Vous savez très bien que tout le monde n'est pas d'accord avec cette assertion. Oui, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, c'est une problème doctrinale. Puisqu'il y a discussion. Il y a un débat. Il n'y a aucun texte qui rend le vote de manière obligatoire. Oui, peut-être que le mot... Sans la moindre ambiguïté. Oui, je suis d'accord. Je peux vous comprendre. Je peux vous le concéder. Sur le fait que c'est une question d'analyse des expressions. C'est-à-dire que quand le constituant camerounais, dans l'article 2, alinéa 3, dit que le vote est libre et secret, y participent tous les citoyens âgés de 20 ans. Je ne suis pas un professeur de français, mais simplement, dans le cadre de mes propres travaux, j'ai fait quand même questionner un certain nombre de gens qui travaillent sur ces sciences-là, et qui ne sont pas ma science, qui ont rappelé quand même que l'élément de « i », qui est impératif, l'élément de « tout », ne laisse pas la possibilité à tout. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça sur le plan de la langue française, je reviens sur le droit lui-même et sur la jurisprudence. Parce que le droit aussi s'applique par rapport à la jurisprudence. Parce qu'il y a 4 foyers de production de droit électoral, comme vous le savez. C'est-à-dire le foyer législatif, le foyer réglementaire, le foyer jurisprudentiel, et même le dernier foyer qui est le foyer d'opinion publique. Maintenant, le foyer jurisprudentiel lui permet qu'une décision qui a été mise en place par le passé puisse s'appliquer aujourd'hui. Notons que l'article 2, alinéa 3 de la Constitution est l'un des articles qui n'a pas été modifié dans la Constitution de 1972. Il faut le rappeler. Et que dans la Constitution de 1972, qui a été donc, cet article, nos parents et nos aînés qui ont voté pendant ces périodes-là, nous rappellent quand même que le vote était obligatoire et qu'il fallait avoir votre carte de vote pendant tous les contrôles de police pour montrer que vous avez effectivement voté, sinon vous avez une contravention. Mais c'était assorti de conditions. C'était assorti de conditions. Nous étions en dictature. Il fallait avoir à l'époque 21 ans. Je ne sais pas si on était en dictature, c'est une disposition légale qui existait. C'est-à-dire, y participent tous les citoyens âgés de 20 ans. Si ce n'était pas la dictature, du moins c'était quand même le parti unique. Le parti unique. Oui. Nous allons poursuivre notre discussion après un petit arrêt sur votre vie côté jardin. Nous allons recevoir Karel Mezatia en plateau pour se prêter à l'exercice. Ce sont mes préférences. Karel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Bon retour. Merci, merci bien. Vous avez donc notre invité pour 6 minutes. Alors, ce soir, je ne vais pas vous appeler docteur Hilaire Kamga, je vais vous appeler tout simplement citoyen. Bonsoir, citoyen. Merci, et j'aime qu'on m'appelle citoyen. Pourquoi? Et je suis très, très ravi de vous voir
en orange. Et parce que l'orange doit irriguer l'ensemble de la République du Cameroun pour la renaissance du Cameroun. Donc c'est très important. J'aime qu'on m'appelle comme ça parce que c'est moins ambigu. Je suis un citoyen accompli qui se bat pour que les gens puissent tous devenir des citoyens, qui croient en leur pays et qui ne font pas des concessions sur des gens, sur des choses, sur des situations où on se donne des libertés sur ce qui appartient au collectif. C'est pour ça que je voudrais que tout le monde soit des citoyens. Au-delà de nos titres académiques, universitaires et autres fonctions, c'est ça qui me semble le plus fort. Citoyen, je suis très à l'aise. Certains disent grand citoyen, d'autres citoyens tout simplement, mais je suis très à l'aise quand on me dit citoyen. Alors j'ai l'impression que vous avez pris quelques kilos en plus par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu sur ce même plateau, dans la même émission toujours. C'est dû à quoi? Un manque de sport ou Oui, non, pas manque de sport. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est vrai que vous le constatez, c'est très bien de l'observer. Et j'aime que la jeune féminine constate de temps en temps que j'ai quelques kilos de moins ou de plus. Ça, c'est très, très intéressant. Parce que je mets un point très important sur le regard que les autres ont de moi et surtout ce que la jeune féminine a de moi. Et ça, c'est important parce qu'un homme n'est pas bien réalisé s'il n'est pas un bel homme. Et donc, moi, j'ai pris quelques kilos peut-être et je me bats pour en avoir moins pour être mieux vu par tout le monde. Et surtout qu'on n'arrive pas à étudier avec des gros ventres ou des gros machins. Donc, c'est pas le manque de sport, non, pas du tout. C'est peut-être plus d'activité, un système alimentaire qui peut-être a varié entre-temps et sur lequel je suis en train de prendre des dispositions. Le sport, on le fait de manière régulière. On ne peut pas ne pas le faire si on a des grosses ambitions. D'accord. Alors, on va parler maintenant de votre parcours académique. Je sais que vous avez fait une partie sur le Cameroun, c'est-à-dire à Douala et à Banjul, c'est bien cela. Et puis, vous prenez la route pour la France. Vous vous inscrivez en classe de terminale. Alors, pour le jeune Camerounais que vous étiez, c'était facile là-bas? Non, c'est pas facile. Mais il faut noter les conditions dans lesquelles je pars. Contrairement aux autres Camerounais, je pars sans bourse. Je pars dans une autre vie. Les Camerounais, les citoyens qui nous regardent doivent le savoir. À Douala, j'étais un très grand battant au lycée de Nebel. Tout le monde savait ce que je faisais. Pour accompagner ma vie, pour accompagner mes journées, je faisais de la musique, madame. Je faisais de la musique. Et le nom Carlos System, qui était mon nom d'artiste, était loué par tout le monde pour faire les concerts scolaires avec Coca-Cola et consorts et tout. Et c'est dans ce cadre-là que finalement, je vais quitter pour me retrouver en France parce que je dois enregistrer mon premier morceau. Et je le fais avec des très grands artistes qui sont connus, Aladji Touré, Jules Kamga et autres qui m'accompagnent quand même. Il dit, ce jeune petit frère, on va pouvoir l'accompagner. Et naturellement, parce que je suis accroché à mes études, je les continue. Vous faites bien de parler de votre parcours, je vais dire musical. Est-ce que les cordes vocales tiennent toujours? Les cordes vocales. Lorsque je vais fêter mes 50 ans dans bientôt, je vous inviterai parce que je vais chanter encore. Pour les Camerounais. Un petit acapella, un petit avant-goût peut-être Un petit avant-goût peut-être un petit avant-goût? Oui, ce soir. De quoi? N'importe quoi, votre préférence. Un avant-goût, un acapella. Peut-être un air de Jules Kamga? Peut-être. Non, pas un air de Jules Kamga. Je vais chanter un air de moi-même. Ah, d'accord. C'est tant mieux. Non, non, je vais chanter un air de quelqu'un que j'aime beaucoup. Un ami qui nous regarde sûrement. Qui s'appelle Didi Yango. Ah, d'accord. Ah, Douala Bengeti, Belagedou, Amuto, aussi Machape, Wango. Voilà. On confirme que les cordes sont toujours là. Alors, dans les années 88-89, vous êtes contraint de rentrer au Cameroun. Tout à fait. Vous n'aimez pas beaucoup en parler. On peut avoir quelques bribes de ce qui vous pousse à revenir au bled? Oui, c'est une période très compliquée de ma vie. Parce que, il faut le dire, c'est pas seulement Mokoko Bodjo qui s'est servi de la musique pour faire beaucoup de choses dans les rues. En France, mon ami Pascal n'a pas eu la même contrainte, au-delà de la planche que nous faisions pour, dans des marteaux et autres pour gagner notre vie, au-delà d'aller classer les fleurs à Rungis, dans le grand marché européen de fleurs de Rungis. La musique me servait quand même à beaucoup de choses. Ça me permettait tous les vendredis à la chapelle de Loba, de jeudi à vendredi et samedi, de compléter un peu les frais qui me permettaient de financer mes études. Et donc, voilà, j'ai été victime de quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qui est... je ne vais pas croire à la métaphysique, des choses trop métaphysiques. De toute façon, j'étais malade, comme l'MBC, tous les hôpitaux, tout ce monde, ils n'ont pas pu. Et puis voilà, on a dit que c'est au Cameroun qu'on pouvait me soigner. Et je suis rentré au Cameroun par assistance médicale. Et voilà, et j'ai cru, c'est ça, il faut aussi croire à l'Afrique.
Parce que ce qui n'a pas pu réussir, ce que les médecins n'ont pas pu réussir en France, on a réussi au Cameroun. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le ndo? C'était le ndo? Non, c'était pas le ndo, c'était le nsong, apparemment. Ah, on dit que ça ne traverse pas la rivière, mais ça traverse de temps en temps. Voilà, c'est ça ma vie aussi. D'accord. Je sais également que vous étiez très rebelle. Depuis le secondaire, en tout cas, vous étiez très rebelle. Vous défendiez à l'époque la cause de ceux qui, selon vous, étaient punis de manière injuste. D'abord, même jusqu'au lycée de Nebel, mon ami qui est aujourd'hui expert comptable, France peut vous le rappeler, ce qui nous a fait chasser à l'époque, alors qu'on était les 3 meilleurs du lycée à l'époque, c'était justement la défense des autres. Et ça, je l'ai commencé depuis 13 ans où j'ai commencé à me prendre en charge moi-même. J'ai perdu ma très brillante, très belle mère, cette mère à 13 ans, et j'ai commencé à être entre mes propres mains et tout. Donc voilà, ma vie de rebelle, entre guillemets, et d'anti-injustice, c'est depuis ces moments-là. Au-delà du fait qu'il y a quand même que ma famille n'est que dans cette affaire-là. Mon grand-père s'est retrouvé à Douala en exil pour 30 ans, pendant qu'on a tué tous ses autres frères. Voilà, et donc nous tous ont été retrouvés à Douala. Nos parents sont retrouvés à Douala parce qu'on suivait le grand-père, lui exilé, le seul qui a pu être comme ça de l'UPC sauvé. Pendant 30 ans, il n'a jamais mis pied dans mon Banjoul natal. Et donc, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, Saint-Michel, Progrès et autres, que ce soit à l'université, au Cameroun comme ailleurs, tout le monde sait ce que j'ai fait, tout le monde sait, parce que même à l'université du Cameroun, où je suis allé faire économie, à l'université du Cameroun, 89, où je suis allé, j'ai quand même eu le privilège d'accompagner, pour ne pas dire d'encadrer, tout ce que vous pouvez imaginer comme mouvement estudiantin de ces années 90. Et donc, ça m'a valu ce que ça m'a valu de quelque chose de très important que je rappelle encore sur ce plateau. Nos noms étaient lus sur le journal 13h. Emmanuel, dans ta télévision, dans la radio que tu sers aujourd'hui, non, c'est pas toi le problème, puisque tu n'étais pas là, tu n'étais pas à cette position à ce moment-là. Mais nos noms ont été lus, nous étions une dizaine, comme étant exclus à vie des universités du Cameroun. Ils avaient oublié que j'avais d'autres passés et autres. Mais on avait mis nos noms pour dire exclus à vie. Donc des gens, là, ils se baladent encore aujourd'hui. Ils sont même surpris de nous voir. Parce que tous ceux qui avaient leur nom dans cette liste-là sont aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi l'enseignement, sont au moins professeurs titulaires. Pour tous ceux qui ont exclus à vie. Donc voilà, pour dire, soit dit en passant. Alors, côté cœur, est-ce que ça va? Côté cœur, ça... Cœur à prendre ou cœur déjà pris? Non, cœur déjà pris, c'est plus à prendre. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et des enfants, vous en avez, forcément. Oui, oh là, non, j'ai des enfants. Combien? Des très beaux enfants. Oui, des très beaux enfants. Combien d'enfants? Vous voulez absolument avoir le nom? Pas forcément. Il y a des filles parmi quand même. Oui, des très belles filles. Winnie Mandela Kamga, Hillary Clinton Kamga et tout ça là. Voilà. Clinton, pourquoi ce prénom-là? Parce qu'elle m'a reçu en 1994 avec son mari. À Washington, et qu'après ça, on a gardé très bon contact. Et je suis allé pour sa campagne en 2008. Malheureusement, là-bas, j'ai pu voir que Barack Obama était plus intéressant qu'elle. Ça, c'est un peu ça aussi, à cette époque-là. Voilà. Donc, j'ai gardé quand même, pour ces personnes-là, voilà. Pour ces personnes-là, dont mes enfants, c'est ça. Une relation père-fille, ça va? C'est dialogue, c'est strict, c'est comment? Dialogue très direct. Okay. Très direct. Il n'y a pas de secret entre mes enfants et moi. Elles peuvent avoir des secrets avec leur mère, mais avec moi, il n'y a pas de secret. Surtout avec les filles. Surtout avec les filles, rassurez-vous. Donc le concept d'Édipe est finalement avéré. Le concept d'Édipe. Le complexe. Bien sûr. Le complexe, je voulais dire. Ok. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci, Karel. Moi qui vous remercie tout simplement en disant... Gardez ce look-là, il est très intéressant. Et le collier africain, il est très intéressant. Oh, merci bien. Merci, Karel, merci. Alors, il y a une question de téléspectateur qui tombe sur notre page Facebook, larenefacebook.com. C'est Jérôme Oboudou qui veut savoir, à la suite de Karel Mezatia, si c'est votre passage aux États-Unis, votre contact avec Hillary Clinton qui explique cette proximité avec les États-Unis, avec la chancellerie américaine à Yaoundé. La question sous-jacente est que vous recevriez des financements des États-Unis pour les activités que vous menez ici dans le cadre de la société civile.
Non, il faut dire une chose importante. Hein. C'est pour ça qu'en parlant du code électoral camerounais, on parlera de cette disposition sur l'intelligence avec les pays étrangers. Non, moi j'ai des très très bonnes relations avec nos amis américains. Je suis leur citoyen d'honneur de ces pays-là. Je ne cache pas ce que j'ai à la réalité. Je suis allé dans ce pays et on m'a adopté d'une certaine manière. Et je n'ai pas à revenir là-dessus. Si j'ai passé mon temps d'études plutôt en France, et un petit temps aux États-Unis. Les États-Unis m'ont plus adopté et ont apporté leur contribution pour me façonner en tant que combattant des droits de l'homme. Avant que je n'y aille, j'ai été, pour dire à aux téléspectateurs, à ces citoyens, je fais partie des 21 jeunes leaders africains qui ont été, dès l'installation de M. Clinton, choisis pour assister à ce qu'on appelle le Young African Leader Programme. C'était comme ça le premier programme et c'est dans ce cadre-là que je vais. Et nous sommes de 16 pays africains. La plupart sont retrouvés à la tête des grosses institutions dans leurs différents pays. Mais je me suis retrouvé toujours à l'opposition au Cameroun parce que M. Biya Paul s'éternise au pouvoir et j'espère que ça va arriver. Donc, les États-Unis et moi, c'est un bon ménage. Très, très bien. Depuis Clinton jusqu'à aujourd'hui. Et pour compléter, maintenant, les autres pays... Et pour le financement. Non, écoutez. Et pour les financements. Écoutez, j'ai été quand même, et je reste l'un des principaux leaders de la société civile sur les questions de droits de l'homme, de démocratie au Cameroun. Dans ce cadre-là, les pays qui veulent agir, qui veulent nous accompagner dans le système de la démocratie et des droits de l'homme, peuvent avoir besoin d'interlocuteurs sérieux avec lesquels ils conduisent des programmes. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Union européenne, tous ces pays-là ont travaillé avec moi. Donc il ne faut pas jeter le propre sur les États-Unis. Tous ces pays-là ont travaillé avec moi. Et on travaille avec moi et le gouvernement du Cameroun dans ces conditions-là. Il ne faut pas jeter le propre. Donc du coup, quand on est sérieux et qu'on représente quelque chose dans son pays, ceux qui veulent agir dans ce pays-là peuvent compter sur vous. Mais maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il faut faire très attention avec l'extraversion. Hein, c'est deux choses différentes. C'est différent entre travailler avec des gens qui ont leur argent et qui veulent vous aider à avoir une bonne commission indépendante, une bonne commission des droits de l'homme dans votre pays, et aller nous compromettre avec Bolloré qui vient prendre tout ce que nous avons au Cameroun, à la réalité. Je suis un combattant acharné de la France-Afrique, contre la France-Afrique, que je combats. Et c'est pour ça que j'ai été l'un des seuls, avec Pius Ndiaye, avec Jean-Marc Bikoko, à aller combattre Bolloré en pleine France. Donc du coup, les histoires de financement, il faut quand même nuancer. Mais Hilaire Kamga, c'est très important, même pour la suite, parce que vous parlez d'intelligence avec l'ennemi, une disposition du code électoral avec les puissances étrangères. Est-ce que vous n'avez que le passeport camerounais? C'est très important en ce moment. Vous me posez une question assez... C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas de passeport français? Est-ce que vous n'avez pas de passeport américain? Si je souhaitais avoir le passeport français ou américain, je les aurais. Je vous ai dit que je suis citoyen d'honneur américain, n'est-ce pas? Pour l'instant, je suis très fier d'avoir mon passeport camerounais. C'est ce que je vous rapporte. Et cette disposition sur le code électoral, est-ce que vous, en tant qu'expert des questions électorales, ça vous gêne? La question du financement par des étrangers, la question de l'intelligence avec l'étranger pour des hommes politiques localement. Mais c'est une grosse hérésie juridique. Il faut faire très attention. Lorsque je combats l'ensemble de ce document qu'on appelle pompeusement code électoral, bon, maintenant, pour des questions pédagogiques, quand je donne des enseignements sur cette question, je dis c'est votre document de base pour ceux qui utilisent cette affaire-là. Mais seulement, maintenant, si on revient sur le plan scientifique, je dis c'est une grosse hérésie. Parce que c'est une contradiction totale. J'ai sorti un ouvrage, vous le savez très bien. Les 100 défauts du code électoral. Les 100 problèmes du code électoral sur la démocratie. Et j'attends encore la contradiction de la part de ceux qui estiment qu'ils avaient. Même des autres universitaires sont venus, qui ont travaillé sur cette question, ils n'ont pas été capables de me donner la contradiction. Puisque même, on m'a donné raison techniquement, avant même quand ça entre en vigueur, on est allé modifier ce même code électoral. Donc pour dire que ce n'est qu'un des problèmes. On ne peut pas en droit encadrer la subjectivité. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire que de manière subjective que bon voilà, si... Non, on encadre des choses qui sont objectives. Docteur Hilaire Kamga. Donc, quand on dit d'intelligence avec un pays étranger, c'est-à-dire que tout le monde, M. Biya Paul du RDPC, président du RDPC, est seul juge, est seul à discriminer. Je vais encore utiliser une expression qu'il a utilisée, j'ai lu dans un ouvrage de M. Titi Sezois, où il disait qu'il faut discriminer. Donc il est seul à discriminer qui peut être candidat. Parce que s'il décide que je ne suis pas candidat,
Il peut le faire. Justement. Sur la base de cette disposition de code électoral. Pourquoi? Parce que vous aurez fait des études en France? Non, ce n'est pas une question d'études. Il suffit qu'on vous filme avec un étranger. Puisqu'on dit d'intelligence. Monsieur Kamto ne sera pas candidat si on le veut. Ou bien monsieur, je ne sais pas qui encore, Akeremouna, n'importe qui. Justement, docteur Hillel, vous permettez, vous avez déclaré dans une interview chez notre confrère L'Heure du Sahel, dans son édition du 21 août 2017, que vous serez candidat à la présidentielle 2018 après la convocation du corps électoral par le président de la République. Ah bon? Pourquoi? Oui, j'ai le document. Pourquoi avoir déclaré votre candidature alors que vous critiquez vertement, c'est le cas de vous dire, tous les instruments juridiques, réglementaires, légaux du processus électoral au Cameroun, comme le code électoral que vous critiquez? D'accord. Pourquoi avoir accepté d'aller dans une bataille avec un code électoral qui n'est pas à votre convenance? D'abord, je vais dire une chose, j'accorde beaucoup d'interviews. Ma cellule de communication n'a pas la capacité de lire tout ce qui arrive ensuite. Ça, je peux reconnaître cela. Donc, vraiment, vous m'informez du fait que j'aurais déclaré ma candidature dans un journal qui est pourtant un journal très crédible. Non, il n'a pas dit déclarer la candidature. Oui, parce qu'il a dit que j'ai annoncé que vous avez annoncé que vous seriez candidat. Oui. Bon, je n'ai pas lu le journal pour analyser les termes. Mais l'option de ma candidature n'est pas exclue. C'est ça l'enjeu de l'OFORANGE. L'option de ma candidature est totalement sur la table. Parce que je structure ce que j'appelle, nous avons élaboré ce qu'on appelle la masse critique électorale. Hein, la théorie de la masse critique électorale, je l'ai positionnée en 2009. Et c'est tout un chapitre de l'OFORANGE, la masse critique électorale. C'est ça qui a été utilisé dans certains autres pays par des collègues de la société civile qui ont renversé la dictature qui se pérennisait. Donc, pour moi, j'estime que, au-delà des incongruités du code électoral, M. Biya-Paul et ses hommes peuvent choisir de discriminer les candidatures. Il peut dire qu'Amgan ne sera pas candidat. Légalement, il sera dans son plein droit parce que c'est prévu là-dedans. Une simple photo avec un étranger, même seulement le programme que je viens de vous citer tout à l'heure, on peut dire que c'est une intelligence. Bon, alors, donc, du coup, chacun peut être intelligent parce que vous-même, vous allez souvent à l'extérieur de temps en temps, donc vous rencontrez des gens avec qui vous vous filmez, donc on peut vous coller l'intelligence. Donc, du coup, malgré cela, je dis sur ce plateau que ce qui s'est passé en 2011 ne va plus se faire en 2018. L'OFORANGE et ses partenaires seront aux élections. M. Biya ne doit pas nous enfoncer à nous contraindre à dire que qu'est-ce que vous appelez partenaires? Ces étrangers? Partenaires politiques camerounais. Ok, merci. Vous avez compris que j'ai commencé à rencontrer un certain nombre d'acteurs au Cameroun. Parce que nous croyons à la solution 22, on en parlera tout à l'heure, je crois, dans la dorsale de votre émission. La deuxième. Et seulement, je réponds à la question de notre ami Emmanuel. Rassurez-vous, au RDPC, nous serons présents sur la scène. Nous serons présents. Je serai candidat, malgré cette affaire-là. Candidat à quoi? À la présidentielle? Je n'ai pas autre chose. Mais il y a d'autres élections? Non, écoutez, nous on travaille, nous on pense que le problème Cameroun est systémique. Ou alors vous faites comme John Fundi, la présidence ou rien? Non, c'est pas ça. Les orangistes sont dans les autres élections, il n'y a pas de problème. Mais vous, on parle de vous qui êtes moi, dans... vous parlez de moi et je réponds en ce qui me concerne. Moi, je serai à la candidat, mais à quoi? Aux primaires d'abord, citoyennes. On n'en parlera. Parce que je crois que pour vaincre la machine de fraude, comme Emmanuel le sait, la fraude est tellement congénitale et même consubstantielle au régime que même quand ce n'est pas nécessaire, les gens fraudent. Donc pour vaincre ça, il va falloir qu'il y ait une forte coalition. Et pour que la coalition fonctionne, il faut qu'on admette qu'il y ait des primaires. Pour que celui qui est le mieux disant, entre guillemets, sur le plan de la crédibilité et de sa popularité, l'emporte. Nous vendons la solution 1+21, qui est la solution 22, qui va permettre que, au sortir des primaires, les 5 qui viennent après le gagnant soient dans les 21. Donc, je serai dans tous les cas dans la dynamique. Est-ce que cette année, on aura ces primaires, sachant qu'en 2011, l'OFORANGE est sur la table bien avant la présidentielle de 2011. C'était prévu d'ailleurs pour que l'alternance arrive en 2011. Est-ce que c'est en 2018 que ces primaires pourront avoir lieu, alors que vous les aviez annoncées en 2011 sans succès? Qu'elles aient lieu ou pas, l'alternance va avoir lieu. Nous croyons en la capacité des acteurs en présence, des forces en présence aujourd'hui sur le l'échiquier national camerounais, tous ceux qui aspirent à gouverner après M. Biya. Nous croyons en leur capacité à mettre le Cameroun devant que leur propre personne. Parce que moi, je mets le Cameroun devant. Alors si tous ces gens sont dans cette capacité-là,
nous allons, primaire ou pas primaire, nous allons réussir à créer une véritable coalition qui permet de balayer le régime en place. Une coalition avec qui? Parce qu'il faut peut-être identifier ses partenaires. Là. Avec tous ceux qui pensent que ce peuple camerounais a assez souffert de ce régime qui est un régime asservissant. Ça reste philosophique à 6 mois de scrutin. Nous sommes à 6 mois d'octobre. On peut vous citer des noms, par exemple, des candidats. Il y a Cabral Libi, potentiel candidat. Il y a le leader du PULS, Akeremouna, je parle de Serge Espoir Matomba, on peut parler d'Olivier Billet. Il y a certains qui ont déjà annoncé leur candidature. Alors, est-ce que vous ferez avec eux? Cet ouvrage reste d'actualité. Il n'est pas dépassé. Co-signé avec le cardinal Christian Toumi, qui est l'un des hommes les plus crédibles. J'ai rencontré ces derniers temps avec mes équipes la plupart des candidats sérieux qui sont en course. Comme nous recusons la logique messianique, c'est-à-dire des messies qui apparaîtraient comme ça, nous pensons que ceux qui sont en course peuvent s'écarter de la logique messianique et comprendre que c'est ensemble qu'on va pouvoir. C'est ensemble qu'on va oser le Cameroun. Donc du coup, ceux que vous avez cités, que ce soit le le président Maurice Kamto, nous avons eu des discussions très très sérieuses et très nourries à nos bureaux avec mes équipes. Que ce soit le maître Akeremouna, nous avons eu des discussions très sérieuses. Que ce soit celui que vous avez cité, Serge Espoir Matomba. Oui, on a compris. Docteur, je vous en prie. Nous avons tendu la main. Je vous en prie. Je reste sur ma fin par rapport à ma question précédente. Vous allez à une élection présidentielle en 2018 avec le code électoral que vous combattez. Tout à fait. Je n'ai pas eu la réponse. Je repose la question autrement. Vous avez par ailleurs déclaré que vous travaillez pour l'avènement d'une 3e République avec vos partenaires, mais cela se passera à travers les urnes. Avec ce code électoral que M. Biya, comme vous appelez, n'est pas prêt à changer malgré vos récriminations. M. Biya a signé, a ratifié en février 2012 la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je crois qu'il n'était pas certain qu'il devait... Avec autorisation du Parlement. Oui, non, je ne veux pas dire, quand je dis ratifier, donc c'est-à-dire... parce que vous avez dit M. Biya, c'est comme si c'était intuitif personné. Non, je vais dire, c'est lui qui incarne la République aujourd'hui. Donc c'est, voilà. Donc de temps en temps, vous pouvez dire le président de la République. Oui, il a ratifié donc ce texte, parce qu'il aurait pu ne pas le faire. Il a attendu longtemps pour le faire. Il a fait au lendemain de l'élection 2011. Donc ce texte nous donne la possibilité de savoir que la légitimité peut revenir au peuple et qu'il y a un cadre juridique pour, même en dehors de l'élection, si la légitimité est établie, récupérer le pouvoir si les gens s'amusent avec. Parce que dans ce texte, dans les articles 23... En dehors des urnes, cette fois-ci. Dans les articles 23 et 24, on rappelle quand même que toute modification des lois ou des constitutions dans le sens de se maintenir au pouvoir ou d'accéder au pouvoir peut être considérée, c'est moi qui donne l'expression, comme une atteinte à la souveraineté du peuple. Donc du coup, nous serons aux élections éventuelles. Nous voulons que M. Biya Paul ait le courage de mettre le code en débat. S'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, nous allons développer... Vous allez prendre les armes? Non, vous allez abandonner la voie des urnes? Vous avez entendu Même s'il devait prendre les armes, il ne le dirait pas sur ce plateau. Vous avez entendu parler de la masse critique électorale, Emmanuel. Comme je l'ai dit, on a théorisé la masse critique électorale. La masse critique électorale, c'est ça que nous allons mettre sur la table. Ça n'a pas fonctionné en 2011. Parce qu'on ne l'a pas expérimenté. Maintenant, on va l'expérimenter. Pourtant, l'offre Orange était déjà disponible. Oui, on n'a pas expérimenté. En tant que document. Tout à fait. On ne l'a pas expérimenté. Vous avez des camarades qui ont saisi la première occasion pour quitter l'offre Orange. Je pense à Titine Mouel, qui s'est retrouvé du côté des LECAM. Je suis d'accord avec... je vous comprends très bien. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Parce que l'offre était très intéressante. Le RDPC a fait des débouchés, beaucoup de gens chez nous, et certains sont allés créer même d'autres structures. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important ici, c'est de dire, Emmanuel, c'est de dire que malgré ce code, avec la masse critique électorale, si nous réussissons à fédérer avec l'ensemble des acteurs qui comptent et à faire que le peuple comprenne que voilà la solution, alors à ce moment-là, quand nous allons aux élections, si les gens tentent
de faire que 36 devienne 39 comme en 92, comme même si ça ressemble 9, vous le savez très bien, alors à ce moment-là, on va légitimer la présence du peuple dans la rue. Mais est-ce qu'on n'est pas loin de la masse critique électorale? Vous situez le corps électoral à combien de personnes, à combien d'inscrits pour constituer cette masse critique? Bon, il faut noter qu'il mené une caravane. Il faut noter qu'il y a une masse critique. En 2010, il y a ce que j'appelle la masse critique électorale nationale et les masses critiques électorales locales qui s'adossent aux circonscriptions électorales. Bon, on peut utiliser la masse critique électorale locale pour gagner les élections municipales, législatives et autres. Maintenant, il faut agréger ça au niveau national pour l'avoir. Maintenant, en tout cas, Cabral Libye évalue la masse critique à 11 millions. Non, Cabral, il est très intelligent. Il faut simplement dire que la masse critique aujourd'hui, au regard des statistiques de la pop aujourd'hui, 26 millions environ, si on s'en tient au document de la Banque mondiale. Aujourd'hui, la masse critique, c'est environ, pas la masse critique, le potentiel électoral, oui. C'est de 15 millions. Maintenant, et donc la masse critique... Maintenant, la masse critique électorale, on n'a pas besoin de cela. Avec 2 millions de personnes, j'ai la masse critique. Puisque je mets 2 millions de personnes au lendemain d'une élection dans les rues de Yaoundé, pour dire que revendiquons notre victoire, c'est suffisant. Mais 5 millions peuvent avoir voté contre vous. Bon, maintenant, si 5 millions ont voté contre nous, ça veut dire qu'on n'est pas... Ça veut dire que notre projet ne trouve pas l'adhésion du peuple. Nous ne sommes pas là contre le peuple. C'est le peuple, parce que nous croyons que ce que nous proposons est avec le peuple. Donc s'il est contre nous, on ne va pas forcer. Mais vous pouvez avoir les 2 millions dans une seule région, l'extrême nord. Non, on n'est pas là pour chercher... je parle de masse critique. Je parle de masse critique. Inscrire 10 millions oui, il faut... en 2010. Voilà. Lui-même, avec sa caravane. Oui, Emmanuel rappelle que j'ai lancé une campagne, opération 10 millions d'électeurs en 2010. Mais si vous me permettez, je vais rappeler, si un élecam est là, il ne fait pas un bon boulot comme ça se doit, on ne va pas venir questionner notre capacité à inscrire 10 millions d'électeurs. On a fait toute une caravane dans l'ensemble du pays pour amener les gens à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. On a pu faire avancer le chiffre de 4 millions à environ 6 millions. Mais simplement, il faut aussi mettre sur la table aujourd'hui le fait que même les stats donnés par l'ELECAM aujourd'hui ne sont pas crédibles. Puisque vous étiez là au Palais du Congrès, quand j'ai démontré que M. Taminou, l'ancien directeur, avait publié des faux chiffres dans son rapport de 2013. Donc, même les chiffres là, on a un problème de statistique au Cameroun. On ne sait même pas combien d'électeurs exactement sont inscrits à la réalité. Parce qu'il y a une manipulation au niveau de l'élection de Cameroun. L'ELECAM a donné les chiffres avant. Non, l'ELECAM n'est plus crédible. C'est sur le site internet. Non, l'ELECAM n'a pas de crédibilité suffisante parce qu'il se donne des libertés sur la loi électorale. C'est pour ça que M. Biya doit prendre la mesure du problème. Et de dire, est-ce qu'il veut confisquer le pouvoir en arrachant, en mettant des hommes, des anciens pour arracher. C'est aussi ça la politique. Bon, dans ce cas, on veut s'y maintenir. Nous prenons acte que le RDPC voudrait par des moyens illégaux nous arracher le pouvoir. Parce que quand des gens qui sont chargés... Vous n'êtes pas au pouvoir. Non, vous qui êtes au pouvoir. Vous, RDPC, vous êtes au pouvoir. Emmanuel Atanga n'est non plus du RDPC. Nous avons convié un militant du RDPC sur le plateau. Nous avons convié un membre du comité central du RDPC, un membre du comité central élu, il me semble, désigné par le président de la République, par le président national du RDPC sur ce plateau pour le duel. Et puisque le temps prévu pour le duel est arrivé, nous sommes au 3e quart d'heure de cette émission. Nous allons recevoir Pascal Charlemagne Messanga Nyamding pour le duel. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, bonsoir et bienvenue dans l'arène. Bonsoir. Est-ce que ça a une valeur pour vous que vous soyez élu ou nommé? Vous aurez préféré quelle posture? Oh ben, vous savez... Membre du conseil, membre du comité central s'entend. Contrairement à ce qu'a dit Hilaire Kamga, le principe de légitimité en droit s'appuie préalablement d'abord sur le principe de l'égalité. C'est-à-dire que la légitimité est encadrée par ce que le doyen Vedel appelle la force du droit, aux dépens du droit de la force. Alors lorsque vous êtes encadré par le principe de l'égalité, eh bien, vous pouvez poser des actes qui vous donnent une légitimité, notamment l'élection, on l'a vu avec les sénateurs, les conseillers municipaux qui ont été élus en 2013 et qui, par la suite, pour la première fois, ont, pour cette équipe sortante, voté eux aussi pour les sénateurs. Et puis, à côté de la légitimité, mon cher frère et ami, parce qu'il faut vous dire aussi qu'il est un ami, un vieux compagnon de combat, il y a à côté la Constitution qui confère la légitimité, l'article 67. Alors,
qui parle de progressivité. Alors, si on peut critiquer le législateur, sur le fond, je vous connais bon juriste, reconnaissez que sur ce point, vous avez un peu perdu les Camerounais en tentant d'expliquer l'inexplicable, ils ne sont pas élus, les conseillers ont élus, etc. Mais alors, moi, je voulais d'abord apporter une correction. Vous refusez donc de répondre à ma question. Bon, alors, à votre question. Est-ce que vous préférez être membre du comité central élu ou nommé? D'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose. Le texte qui encadre effectivement la qualité des membres du comité central repose sur 2 piliers. Le premier pilier confère aux membres du comité central qui sont élus par le Congrès. Et le deuxième pilier confère au Congrès la possibilité d'élire et des personnes proposées par le président national. Alors je voudrais vous révéler quelque chose. Un membre du comité central désigné jouit d'une double légitimité. La légitimité du Congrès et la légitimité du président de la République. Vous préférez donc être nommé. Vous préférez être nommé. Ce sont les oreilles du président de la République pour le bien mon maître politique. C'est encore une joie. Merci Charles Moussa Gadiamdi. Vous aviez déjà commencé, vous aviez déjà entamé le débat avec cette question de légitimité et d'égalité. C'est important pour vous, vous me donnez la possibilité de vous dire que lorsque vous êtes un membre du comité central désigné, vous jouissez d'une double légitimité, celle du Congrès et celle du président de la République. Alors disons que je suis un homme du président de la République au comité central. Merci. Vous avez donc pour un quart d'heure, Hilaire Kamga pour le duel. Voilà, alors mon cher ami, je suis content de te retrouver. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, alors, Hilaire, d'entrée de jeu, moi je suis un homme politique. Oui. Parce que je voudrais voir clair. J'ai toujours, Charles et moi, d'ailleurs, vous vous rappelez, on a passé des moments assez forts à l'effet de relever la morale et l'éthique dans ce pays. Mais je suis un peu perdu. Moi, je suis là en tant qu'homme politique et je vous ai connu sous le chapeau de l'Off Orange. Alors, avant de commencer notre conversation, c'est la société civile ou l'homme politique qui va échanger avec moi? Alors, je vais te répondre. La première réponse, d'abord, je ne pourrais pas me faire l'économie d'ailleurs de la réponse à ton observation tout à l'heure, oui, liée à la légitimité. Non, je ne convoquerai pas cet auteur que tu as convoqué qui est d'autorité. Je convoquerai Roger Gabriel Lep, qui a travaillé avec moi et qui a été membre de la commission consultative que j'ai mis en place au Cameroun, et qui définit justement, qui, sur le plan de la légitimité, rappelle quand même que la légalité, en matière électorale, l'élection permet que la légalité, de construire la légalité qui va valider la légitimité. Vous ne pouvez pas citer un autre auteur pour me dire autre chose. Je resterai dans cette assertion. Donc maintenant, quand j'ai répondu, non, j'ai cité Lep. J'ai cité Lep. Non. Je peux vous citer, je vous avoue. Oui, attends, on peut citer plein d'auteurs. Moi, je peux citer plein d'autres auteurs. Donc voilà, je m'en tiens à un auteur camerounais qui s'appelle Roger Gabriel Lep. Et voilà, et on s'en tient là. Donc maintenant, les auditeurs vont apprécier, Pascal. Maintenant, tu vas poser une question fondamentale. Parce que la légalité, c'est la conformité aux règles. Oui, bien sûr. La légitimité, c'est la représentation. C'est la représentation. On est porté. Voilà, c'est justement ça. L'élection, justement, permet de construire cette rencontre. Je peux par exemple vous demander qu'est-ce que vous légitimez dans le champ politique camerounais. Vous n'avez jamais été conseiller municipal, vous n'avez jamais été élu par un congrès de l'Off Orange. Mais alors, c'est passionnant. Comment on peut construire ce pays? Qu'est-ce que tu en sais? Ça m'intéresse? Non, ça m'intéresse. Oui, parce que je veux te garder comme compagnon politique. Bien entendu. Et compagnon et patriote. Voilà. Comment on peut cheminer ensemble lorsque ta légitimité, tu n'as jamais été confronté au peuple, même au sein de l'Off Orange. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je veux savoir justement. Voilà, pose-donc la question. Alors comment ça se fait? Alors où est-ce que tu tires ta légitimité? Tu as posé une question. Des associations constituées? Tu as posé une question, je te réponds mon cher Pascal. Non, je n'ai pas besoin de la validation de la société. Non, pas de donc société. Du peuple. Non, j'ai pas besoin. Ah d'accord, ils prendront acte. Attention, j'ai pas besoin de ta validation. Non, je parle du peuple. Ah d'accord, pour avoir la légitimité. Ce qui confère la légitimité. Par laquelle je parle aujourd'hui. En France, on a José Bové. Mais si tu poses la question... Je te connais très efficace d'ailleurs. Si tu me poses la question et que tu réponds en même temps... du Burkinabé, il y en a marre au Sénégal, vous voyez, ils sont portés par le peuple. Oui, mais attends... Alors mais vous avez jamais vu, comment on peut expliquer ça? Comment on peut ensemble construire ce pays et changer les choses? Rodrigue, si Pascal pose la question et répond en même temps, alors on va le lui dire. Oui. Donc 2 minutes à Hilaire Kamga pour vous donner réponse. Oui. D'abord, la légitimité, elle est fondée sur le travail que je fais sur le terrain au Cameroun.
Elle est fondée sur le fait que, aujourd'hui, dans ce pays, ils sont au moins 10 000 que j'ai formés. Au moins 10 000 qui nous regardent. Elle est fondée sur le fait que, simplement, l'Église catholique qui est au Cameroun, j'ai mis en place dans le cadre de cette Église le seul programme électoral qui a cours jusqu'aujourd'hui, pour lequel je suis allé dans tous les diocèses former des gens qui croient en moi et qui ont une légitimité. Cette légitimité, je tire du fait que tous les mouvements estudiantins, j'ai encadré. Tous ces jeunes aujourd'hui qui sont arrivés à des niveaux assez importants, je les ai encadrés. Cette légitimité tire le fait que sur au moins 360 330 localités au Cameroun, j'y étais pour porter le message de la démocratie et des droits de l'homme. Maintenant, c'est l'élection? Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour les élections. La question de l'Off-Orange, je vous réponds à l'Off-Orange. Retenez ici... Allons-y vite parce que le temps qui retenez ici, qu'on convienne ensemble ici maintenant, que je ne suis même pas le président de l'Off-Orange. Mais tous me reconnaissent la légitimité. Donc je n'ai aucune légalité pour signer au nom... Où est-ce qu'ils vous ont élevé? Non, je n'ai pas besoin de...